Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour, à nouveau une heure de débat. Alors comme hier évidemment, on va démarrer et même très largement parler de l'économie sous Covid. Il y a toujours des petites choses à raconter, notamment, enfin on en parlait hier sur le retour d'un simili, quoi qu'il en coûte, c'est à peine quelques centaines de millions d'euros, a dit Bruno Le Maire ce matin. Mais enfin quand même, voilà, il y a des petites choses à raconter. Et puis alors, comme on a la chance d'avoir Aymeric Préaubert avec nous, deux, trois petites choses autour des marchés, notamment fusion-acquisition. Là, ça m'intéresse beaucoup ce qui est en train de se passer. L'automobile aussi, Aymeric, je sais que c'est un de tes grands centres d'intérêt. On a eu des chiffres très intéressants sur l'automobile. Et puis, Bruno Le Maire, ce héros. Ça, j'adore cette histoire. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Tiens, on va commencer par ça d'ailleurs. Alors, puisque Julie de la Sablière est avec nous. Salut Julie. Alors, spécialiste en communication, stratégie d'entreprise, fondatrice de Little Wing. Donc, Aymeric Préaubert, Sycomore Asset Management. Salut Aymeric. Et salut, à distance, Philippe Wechter. Salut Philippe, chef économiste. Salut Stéphane. Ostrom Asset Management. Ouais, j'ai envie de démarrer avec Bruno Le Maire. Alors, donc, le livre de Michel Houellebecq n'est pas encore sorti, mais Bruno Le Maire a déjà fait savoir. Mais justement, j'ai envie d'avoir ton sentiment sur cette séquence. Julie, est-ce que c'est les journalistes qui ont lu le bouquin qui se sont tournés vers lui? Est-ce que c'est lui qui a fait savoir? En tout cas, alors il y a des articles un peu partout, mais celui du Monde, et c'est là où il dit le plus de choses, Bruno Le Maire. Donc, il est donc l'une des parties d'un des héros du livre qui s'appelle Bruno Juge. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce double, en partie double du ministre de l'économie est un type bien, c'est Bruno Le Maire qui parle, il a lu le bouquin lui, un type bien, austère, bosseur, surdoué, pédagogue, jamais cynique, capable de réciter des vers de Musset dans le texte en pleine nuit, présidentiable. C'est un héros romantique qui croit encore à l'action, place ses ambitions derrière l'intérêt général. Enfin, un portrait positif d'un homme politique. T'aurais à gérer une affaire de communication comme ça, Julie, t'en penserais quoi? Non, je pense que dans la réaction de Bruno Le Maire, il y a une partie de soulagement. Oui. Et puis une partie de fierté, parce qu'effectivement, ils sont amis, on l'a largement commenté, cette amitié qui fait que les deux hommes se voient régulièrement. On sait la passion de Bruno Le Maire pour les lettres et c'est tout à son honneur. Absolument. Ses liens avec les écrivains, enfin voilà, je pense qu'il est authentiquement passionné et sans doute passionnant pour un auteur comme Michel Houellebecq d'échanger avec lui et de discuter de la marche de la France avec ce ministre. Après, on sent aussi dans quelques articles qu'effectivement, il a eu vent du fait qu'il serait cité. Assez tôt, il lui a dit en juillet. Ouais. Ce qu'on apprend, c'est qu'il lui a dit en juillet. Qui serait un des personnages de son prochain livre. Et là, je pense qu'on passe quelques semaines c'est ça. un peu hésitantes malgré tout, parce que c'est vrai que le traitement que peut en faire un Houellebecq peut être aussi, sans doute, pas forcément aussi évidemment positif que ce qu'il en ressort visiblement. Donc je pense qu'il y a un petit effet de soulagement. Et puis un petit effet de vanité quand même, on le voit bien dans la citation de dire qu'il est positif. Un des plus grands auteurs. Un portrait positif d'un homme politique. Il est fier, parce que ce que dit Bruno Le Maire, c'est que Houellebecq aura au XXIe siècle la place qu'ont pu avoir, et qu'ont toujours Proust ou Balzac au XIXe siècle. Et donc il est un des personnages d'un roman qui, selon lui, restera dans l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce personnage politique, alors Bruno Le Maire en plus, dont on a dit qu'il était effectivement austère, un peu lisse, qui manquait un peu de panache, et qu'on ne définirait pas forcément comme un héros romanesque, nous en le voyant, et quand même a été un personnage de fiction dans 3 œuvres en 5 mois. Ça alors, j'ai pas suivi ça, Julie. Et c'est grâce à David Abiker qui le dit ce matin. Mais effectivement, il citait le roman d'Arnaud Bertina, de Gaël Tchekhov, et là, de Houellebecq. Deux premiers écrivains que je ne connais pas. En tout cas, quelqu'un qui inspire les auteurs, manifestement. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est vrai que Houellebecq, c'est massif, quoi, comme le dit Aymeric. Clairement. C'est Bruno Le Maire qui dit ça, mais c'est vrai. C'est 300 000 exemplaires. 300 000 exemplaires. Et tu viens de dire pas de cynisme, mais je crois, j'ai pas lu le livre, il n'est pas sorti. Mais je crois que dans le livre, ce n'est pas ce ministre qui devient président. Je sais pas. C'est quelqu'un d'autre. Je crois que c'est quelqu'un d'autre. Personnellement, je vis une passion intense et profonde pour Michel Houellebecq, et donc je veux surtout pas me dépêcher de le lire pour. J'ai spoilé le bouquin. Désolé. Non, parce que de toute façon, c'est là que, on va pas parler de ça, c'est pas notre sujet, mais c'est là que commence la littérature, c'est-à-dire.
fondamentalement, je vais presque dire, la narration, le scénario a moins d'importance que la façon dont il est écrit. Philippe, vous avez regardé ça? Tu as regardé ça? Ça t'a intéressé? Oui, c'est toujours intéressant parce qu'en France, on a toujours la volonté d'être connu pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que on se souvient de Jean-Claude Trichet qui lisait les auteurs latinistes grecs entre deux conférences de presse à la BCE en disant voilà, mon domaine c'est celui-là, c'est pas celui pour lequel je suis connu. Et Bruno Le Maire est un peu dans la même démarche, c'est-à-dire que on sent bien, alors il a écrit des livres, hein, c'est pas la question, mais il semble plus fier d'être le héros de Michel Houellebecq, d'être un homme de culture, que d'être considéré comme un bon ministre de l'économie, même si il est sûrement très fier de cela. Mais il y a toujours cette double dimension finalement, il préférerait être cité et être un héros dans un livre de littérature que dans un livre d'économie. C'est très amusant de voir ça, ce qui n'est pas forcément le cas dans le monde anglo-saxon, par exemple. Ouais, c'est intéressant. C'est une dimension de culture, le fait que nos personnages politiques, quand ils prennent une certaine épaisseur sur la scène nationale, soient forcément quand même des gens qu'on considère comme des hommes qui ont de la culture, qui ont de la profondeur historique, qui ont une capacité, quand on voit un Zemmour, un Mélenchon, un Macron qui récite aussi ses tirades volontiers, c'est vrai que c'est une dimension importante d'un personnage politique en France. En tout cas, ça le reste. Donc, c'est important, effectivement, dans le... C'est vrai. Et il n'y a pas seulement en France, parce que Boris Johnson, qui a une image de clown foutraque, qui est complètement désorganisé, est quelqu'un de... C'est un puits de culture. Ouais, exactement, et qui est capable de réciter, mais pendant 10 minutes, des vers en grec ancien. Et c'est pas l'image qu'il donne, mais il a une vraie culture classique très, très étendue. Oui, mais comme tu dis, c'est pas l'image qu'il donne. Ah non. C'est-à-dire que en France, comme le disaient Philippe et Julie, on met ça en avant quand même assez vite. Ouais. Jusqu'à Nicolas Sarkozy qui s'est senti obligé. Un petit peu plus sur le tard. Oui, mais enfin, il se sent obligé de faire un bouquin. Alors, je sais pas du tout à quoi il ressemble ce bouquin, mais tu sens bien qu'à un moment, l'histoire de la princesse de Clèves, ça lui colle à la peau et qu'il n'y arrive pas, et que même s'il n'a plus d'ambition politique, il faut passer à autre chose. Je dis d'un mot quand même, Michel Houellebecq, je sais pas, je pense que enfin, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, en termes, alors, économique et purement économique, extension du domaine de la lutte, donc son premier bouquin, reste pour moi une description, mais d'une efficacité incroyable sur ce que j'appellerais la crise du middle management, des cadres, c'est la dérive d'un VRP, voilà, on va appeler ça comme ça, et c'est mais vraiment très très puissant comme description. Et je crois que c'est dans La Carte et le Territoire où peut-être 10 ou 15 ans avant qu'on en parle, il ne parle que de désindustrialisation. Et il écrit et il décrit à la perfection comment la perte de la fabrication de l'objet industriel du fait de faire va petit à petit détruire la société. Voilà. Et c'est là où le dialogue entre les deux peut être intéressant parce que oui, il a été forcément. Ouais. Et son livre publié, alors il faut faire très attention à ce que je vais dire, mais juste avant les attentats de Charlie Hebdo et faisant état, là encore, c'était Soumission, ça, celui-là. Je ne me souviens plus du titre, ça doit être ça, d'une montée progressive alors pas de l'islam radical, mais de l'islam en France. Et là aussi, c'était quelques mois avant ces événements tragiques. On va pas faire tout le truc, mais plateforme aussi. Enfin bref, tu as à chaque fois, mais vraiment en matière économique, j'ai l'impression 10 ans d'avance. Voilà, c'est ça aussi Houellebecq. On a fait le tour là-dessus. Philippe, quelque chose à ajouter là-dessus? Ça s'appelle le talent. Ouais, c'est plus que ça. Il y a une vision. Il y a une vision de notre société. Alors, tiens, parce qu'on en parlait un petit peu hier, ça va nous amener au Covid. Il y a une vision de notre société et de la façon dont elle est corrélée en fait à l'économie. De la façon dont, et alors hier on parlait, je commence à lire des choses très intéressantes sur le télétravail qui vont bien au-delà de ce qu'on a dit au départ et qui reste une permanence, c'est-à-dire le télétravail c'est très bien pour faire des tâches un peu automatisées, c'est plus compliqué pour innover. Mais là je commence à lire des choses qui vont un peu plus loin sur une entreprise qui n'est plus justement une sorte de référent dans
référence sociale dans la construction de ta journée. Voilà, je vais le dire comme ça. Et où on peut être un petit peu perdu. On faisait hier le rapprochement bêtement avec l'Église, avec les syndicats, avec les partis politiques, l'entreprise. Et là aussi, c'est un lien qui se dénoue. Voilà, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si, Philippe, ça t'inspire, si tu as réfléchi à ça. Il y a une double dimension dans le télétravail. Il y a la dimension du rôle de l'entreprise comme creuset d'innovation, d'échange, de synergie. Et ça, c'est un aspect qui a été mis en avant très, très rapidement dans les discussions autour du télétravail. Hein. C'est toutes les discussions autour de pourquoi on fait une entreprise, etc. Donc ça, c'est une première dimension. Mais on voit aussi que ce télétravail laisse du temps aux salariés parce qu'il n'a plus de temps de transport. Et de ce fait-là, il peut avoir une vie à côté qui va remplir le même espace que lorsqu'il était salarié travaillant dans l'entreprise en tant que telle. Et donc, il y a une dimension supplémentaire. C'est-à-dire que effectivement, dans sa journée, le salarié n'est plus uniquement contraint par son déplacement, son travail au sein de l'entreprise et le déplacement. J'entends bien, mais comme... Mais ça, c'est fascinant. Ça veut dire que globalement, on a une capacité à organiser des dynamiques locales plus importantes, par exemple. Oui, en termes selon le slogan d'un constructeur automobile dont on va parler dans la deuxième partie de l'émission, il va falloir inventer la vie qui va avec, comme disait Renaud. Voilà, et c'est ça qui peut être un petit peu compliqué et déstabilisant. C'est là où c'est intéressant, parce qu'à une époque, il y avait des études qui avaient été faites en disant, si vous libérez du temps, que font les gens de ce temps? Et généralement, c'était un temps qui passait devant des écrans de télévision. Là, clairement, on a le sentiment que ce ne sera pas cette dimension-là. Et c'est effectivement cet aspect-là qu'il faut recréer, peut-être dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, pour donner une dimension plus sociale. Là, l'économie telle qu'elle a été extrêmement brutale depuis une vingtaine d'années. Cette question du télétravail peut donner une dimension plus humaine à chacun d'entre nous, à la fois dans son travail, mais dans son activité vis-à-vis de la collectivité. Et ça, c'est assez nouveau et c'est intéressant à souligner. Émeric ? On ne va pas tous finir dans le métaverse, oui, c'est ça le problème. Sur le Covid, c'est sans fin. C'est sans fin, oui. Alors, moi, je vais essayer d'être optimiste, je ne sais pas, mais en tout cas, partager ce que j'ai entendu récemment et qui est peut-être optimiste. Alors, ça a été dit le 31 décembre. Alors, peut-être que c'était un message pour un petit peu alléger la pesanteur ambiante et donner un petit peu d'espoir en ces temps troublés. Le même jour, Olivier Véran, dans le JDD, a dit peut-être la dernière vague. Alors, je pense qu'il n'en sait rien, comme personne n'en sait rien, mais peut-être la dernière vague. Hein. Et puis le même jour, le directeur général de l'OMS, qui est une organisation qui a été quand même extrêmement prudente depuis le début, a dit 2022 devrait être, alors je ne sais pas s'il devra être ou devrait être l'année où nous vaincrons la pandémie. Ouais. Et ça, c'est assez nouveau. Alors, j'espère qu'il a raison. Et puis, le même jour, j'ai entendu le même jour qu'on allait en prendre pour 10 ans, pas 2 ans ou 3 ans. Alors, ça va un petit peu casser le moral. Mais 10 ans, un petit peu comme la grippe historiquement, c'est-à-dire quelque chose avec laquelle il faut apprendre à vivre, mais qui sera beaucoup moins létal et beaucoup moins grave que ce qu'on voit depuis 2 ans. Donc, dernières infos, prise en charge à 100% de l'activité partielle des salariés qui sera accessible aux entreprises ayant perdu 65% de leur chiffre d'affaires, contre 80% auparavant. Elle est accessible aussi à l'ensemble de ceux qui sont frappés par une mesure administrative. Hein. Et notamment, a été bien précisé que donc les bars où on ne peut plus boire debout, la chute de chiffre d'affaires ne fera pas 65%, mais néanmoins, ils auront possibilité d'avoir une indemnisation totale du chômage partiel s'ils le souhaitent. Et puis, indemnisation des coûts fixes, et ça aussi c'était important, après 50% de chute d'activité contre 70%
65 auparavant. Et surtout, Bruno Le Maire promet que ça va aller vite. Prise en charge sur la base d'une simple déclaration sur les montants inférieurs à 50 000 euros. Tout cela pour quelques centaines de millions d'euros. Voilà, c'est ce qui a été annoncé hier. Juste Julie, parce qu'après je vais retourner vers Philippe sur la conjoncture, mais tu étais dubitatif, moi aussi d'ailleurs je dois le dire, sur l'optimisme de Philippe Wechter, sur la recréation d'une vie sociale intense grâce à ce temps libéré par le télétravail. En fait, oui, je pense qu'il faut toujours se rappeler qu'il y a le télétravail choisi, subi, enfin ceux qui se fait facilement et puis celui qui ne se fait pas du tout facilement. Et c'est vrai que dans cette rentrée un peu chaotique, même si quand même sur fond de bonnes nouvelles, je rejoins assez de ces signaux, on a envie de les entendre, que c'est peut-être la dernière vague. Sur le télétravail, moi je pense que l'enjeu fondamental, c'est est-ce que je suis dans une activité où le télétravail me permet de reprendre la maîtrise de mon temps, qui, je trouve, quel que soit son métier et son niveau social, le sujet, je trouve on sent bien que c'est la chose la plus importante pour les gens, et que pouvoir regagner un petit peu de marge de liberté sur l'organisation de son temps, même si on travaille autant, même si c'est lourd, même si c'est complexe, est forcément un facteur qui améliore les choses, quoi. En revanche, il y a plein de... Encore faut-il savoir comment faire. C'est ça pour moi, c'est ça le sujet intéressant. Je pense que aussi ce sentiment de maîtriser son temps, mais que tu sois, et de pouvoir mieux choisir et allouer, fait que tu es dans un état d'esprit où je pense que tu peux plus mettre à profit le temps gagné. Oui, après, je comprends. Tant qu'on est on subit et c'est la contrainte et en fait on maîtrise rien parce qu'on a les enfants, parce il y a trop de complexité à gérer, ça dégage pas de marge de manœuvre et ça peut pas être une source d'épanouissement. J'ajoute perspective d'un étalement sur 10 ans des remboursements de PGE. Là, il y a un truc intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous intéresse, Aymeric, Julie, Philippe. On n'en parle pas assez. L'accord de l'Union européenne, c'est Bruxelles qui gère les PGE quand même. Et ils sont possibles grâce à Bruxelles. C'est Bruxelles qui, parce que c'est aide d'État, subventions déguisées ou pas, etc. et tout. C'est Bruxelles qui dira à un moment si on a le droit ou pas de les étaler davantage. T'as un commentaire là-dessus, Aymeric, ça t'intéresse Ça m'a pas spécifiquement les PGE, mais je pense que ça illustre un élément. Je pensais qu'on allait en parler un petit peu après. C'est que l'Europe, évidemment, je suis fondamentalement un partisan, mais acharné de l'Europe, qui a créé beaucoup de bonnes choses. Et quand on voit cette polémique stupide, stérile, indigne, sur le drapeau, alors que l'Europe, c'est 70 ans de paix, et c'est totalement honteux de dénigrer ça. Inversement, ce qui me déçoit beaucoup, c'est que mon sentiment, c'est que l'Europe intervient beaucoup, et peut-être beaucoup trop, sur des petits sujets, et très tatillonne sur des normes qui peuvent aller, c'est un peu l'anecdote sur la circonférence des camemberts, des choses. Et il y a énormément de contraintes sur des sujets qui sont un petit peu stupides et qui, à mon avis, ne répondent pas de l'Europe. Et les PGE, pour moi, ça dépend de chaque État. Chaque État est organisé selon... en revanche, sur des grands sujets majeurs, l'Europe est totalement... Que le PGE du café-restaurant du coin dépende de l'État, évidemment. Le PGE de Renault, celui d'Air France, celui de... quand tu lâches, je ne sais plus combien c'est Air France, je crois que c'est 6 milliards de PGE. Là, je suis désolé, ça doit remonter à Bruxelles. On ne rentre pas dans le cadre du PGE. Si, c'est un PGE. C'est plutôt la concurrence et les distorsions de concurrence. Pour moi, c'est un autre sujet. Et là, je pensais que tu parlais de l'ensemble des PGE, y compris... Parce que l'immense majorité est allée vers des petites entreprises. Les aides, c'est les PME. Et ça, je ne pense pas que l'Europe a son mot à dire. Sur les milliards d'euros injectés, on est tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et pour moi, c'est de la distorsion de concurrence. C'est des sujets qui sont très anciens, comme est-ce qu'Airbus bénéficie d'aides injustifiées ou non, comme Boeing en reçoit du Pentagone. Et ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas vraiment le PGE pour moi. Philippe ? Si, moi, je crois que c'est très, très PGE, si je puis dire. Parce que effectivement, ça a une incidence sur la concurrence, même sur les PME. Il y a beaucoup de PME, d'ETI qui exportent. Et donc, on est dans une situation dans laquelle l'Europe a forcément son mot à dire. Là-dessus, je crois que l'Europe est dans son bon droit. Effectivement, sur le café qui est en bas de chez moi, ça n'a pas d'incidence. Mais pour beaucoup d'entreprises, c'est pas neutre. Et effectivement, l'Europe a un rôle majeur à jouer. Je voulais juste dire sur toutes les questions de télétravail, de Covid. Le télétravail, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est que effectivement là on est un peu dans l'urgence. On nous dit faites 3, faites 4 jours de télétravail, etc.
mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et effectivement, si aujourd'hui c'est un peu compliqué, on s'interroge sur la façon dont on va organiser son temps, parce qu'au tout début du télétravail, on s'est tous mis à travailler du début jusqu'à la fin de la journée, etc. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et donc, on commence à prendre du recul nous-mêmes par rapport au télétravail, sans pour autant sortir de ne pas faire son travail, hein, c'est pas la question, mais on est en train d'organiser différemment son temps. Et on voit que cette situation s'inscrit dans la durée. Et c'est ça qui est intéressant. La reprise, la maîtrise de son temps, c'est effectivement la maîtrise de son temps vis-à-vis de l'entreprise, mais la maîtrise de son temps vis-à-vis de soi-même aussi. Qu'est-ce que je fais de mon temps à moi? Qu'est-ce qui m'intéresse en dehors de mon travail? Et c'est ça qui change beaucoup avec le télétravail. C'est pas de l'optimisme, c'est voilà, j'ai du temps, qu'est-ce que j'en fais? Et ce temps concerne absolument tout le monde. C'est-à-dire que du cadre moyen, du salarié moyen au cadre supérieur, cette question du temps du télétravail s'applique. Et ça, c'est nouveau. Ce n'est pas simplement un truc pour les gens qui sont peu qualifiés, etc. Ok. Juste, je voulais corriger aussi, parce que hier, je parlais du PDG de Pfizer. Je disais, je crois qu'il est français. Non, mais oui, mais enfin, il a un nom à consonance française, en fait, mais il n'est pas français. Donc, Albert Bourla, un PDG de Pfizer. Donc, c'est bien 2 milliards d'euros. De dollars d'investissements en fonds propres qui ont été mis par Pfizer, donc qui, comme on le disait hier, a refusé les aides d'État. Donc c'est un juif grec, je le dis parce qu'il se revendique comme ça, Albert Bourla, et il dit le fait d'être un immigrant est pour moi, je trouve, la caractéristique la plus importante de toutes. Voilà. Philippe, juste un mot, mais un mot. Bruno Le Maire, donc ce matin, dit on a fait plus que les 6,25 ou 6,5% de croissance en 2021 que ce qui était prévu. Premier point. Et deuxième point, je maintiens les 4%. On sera sous les 8% de déficit public en ce qui concerne 2021. Et je maintiens l'ensemble des prévisions sur 2022. Ce qui veut dire que cette vague-là, pour lui, n'a absolument aucun impact économique. Mais clairement, la question qui est posée est de savoir combien de temps elle va durer. Si ça dure 3 semaines, comme ça a été indiqué, l'impact sera très limité. Si ça dure plus longtemps, l'ensemble de l'année sera affecté, puisque on est en début d'année et on sait que quand on fait nos calculs de croissance, le premier trimestre a un rôle très important, puisque c'est lui qui cale le niveau pour l'ensemble de l'année. Donc si c'est juste 3 semaines, avec des mesures qui ne sont pas contraignantes sur l'activité, ça n'aura pas d'incidence. Et puis, il faut se rappeler qu'avec l'année qu'on a connue en 2021, l'acquis de croissance, c'est-à-dire le point de départ pour 2022, est très élevé. On est à 2,2-2,3% d'acquis de croissance. C'est-à-dire que si on ne fait rien en 2022, si l'activité reste étale, on aura 2,2% de croissance. C'est énorme. Et donc, après, effectivement, l'activité normale va rajouter 1,5, 1,6, peut-être un peu plus. Et c'est cette dimension-là qui va être intéressante parce que ça va conditionner ce qu'on va faire en 2023. Vers quelle tendance on va converger sur la fin 2022 et en 2023, en faisant l'hypothèse qu'effectivement, la crise sanitaire progressivement s'estompera. Et alors, Bruno Le Maire, je l'écoutais ce matin, il était sur RTL, il s'est même un peu énervé face à l'ensemble de ceux qui disent bah oui, mais alors c'est normal, on a plongé de je ne sais combien, donc c'est normal qu'on rebondisse. Il n'y a aucune gloire à retirer de tout ça. Et donc il dit mais quel est le pays en Europe, ou même si on prend la Grande-Bretagne, qui a récupéré d'ores et déjà la richesse qu'il avait avant le Covid? C'est la France, c'est que la France. Et c'est pas l'Italie, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la Grande-Bretagne. Vous le suivez là-dessus, Philippe? Absolument. Le triomphe absolument. des Keynésiens, c'est ça, hein, Philippe? Exactement. Et ça me réjouit. Émeric, un mot là-dessus, parce que c'est vrai que tu dis, bah, quand même, les gars, belle perf, et tout de suite la réponse c'est, mais non, c'est parce qu'on a plus plongé que les autres qu'on rebondit plus fort. En France, on veut toujours critiquer systématiquement tout. Il faut reconnaître, et j'avoue que cette crise a fait changer les esprits.
en termes d'orthodoxie budgétaire, dont j'étais partisan, hein, c'est pas que je l'avoue, je le dis. Et effectivement, face à cette crise, mais tellement profonde, tellement nouvelle, je pense pouvoir dire que ce qui a été fait par le gouvernement est ce qu'il fallait faire. Effectivement, il y avait déjà beaucoup de dettes avant, il y en a encore plus, mais au moins l'économie a été sauvée. Et il y a un moment donné, garder une société, alors la société est loin d'avoir une cohésion importante, mais quand même garder ce ciment et essayer de faire vivre l'économie au détriment des finances publiques, je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire et que ça a été bien géré par le gouvernement et Bruno Le Maire. Par Bruno Le Maire, parce que ça, on en a beaucoup parlé, mais je pense que Après, tordre le bras de Bercy, c'est vrai. Vas-y. Non, pardon. Au début, je me disais, Bruno Le Maire, lorsqu'il est devenu ministre de l'économie en 2017, s'était engagé, c'était le programme de Macron, hein, et à revenir à l'équilibre budgétaire en 2022. C'était une des promesses de l'époque. Ce qui n'avait pas été fait, je crois, depuis Giscard, en fait. Hein, oui, voilà. 74, absolument. Et à l'époque, je l'avais interrogé en disant, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une énième promesse de campagne? On sait, la prose versus la poésie. Hein. Et il a dit, on va vraiment essayer. Bon, effectivement, on en est loin, mais il s'est passé tellement de choses qu'on ne peut pas, évidemment, l'accuser. Et je pense que ça a été très bien géré, ouais. Et la France, ça a été mieux géré que dans la plupart des pays. Je me souviens très bien du jour où ça a été annoncé. Nous reviendrons à l'équilibre budgétaire, etc. et tout. J'en avais fait la une, c'était à l'époque sur BFM Business. J'en avais fait la une avec un enthousiasme comme je l'ai parfois, un peu trop débordant. Et alors je ne sais plus quel était l'économiste que j'avais invité. C'était pas toi, Philippe, mais qui m'avait regardé avec un air attendri. Genre, jeune homme, je crois que vous n'avez pas encore passé assez de temps à regarder le budget. Julie, belle performance, pas belle performance? Comment? J'en sais rien. En tant que citoyenne, toi, tu regardes ça? Oui, en tant que citoyenne, pour le coup, mais belle performance, évidemment. Enfin, je pense que pour le coup, il faut que... Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Belle performance, quoi qu'il en coûte. Ah bah, quoi qu'il en coûte, voilà, oui, non, mais tout à fait. Non, mais ouais. tout à fait. Et après, c'est vrai que je pense que le niveau de... Enfin, il faudrait vérifier ce qu'il dit sur... J'imagine que c'est vrai, sur la performance de nos voisins européens. Ouais, je crois que c'est vrai. Ouais. C'est vrai je pense pas qu'ils se permettent de le dire comme ça. Pour une fois que la France a une réussite comme ça, il faut la célébrer. Oui, mais c'est vrai que... Alors moi-même, je me souviens au tout début de cette histoire, je dis, enfin, ça va, un jardinier qui arrose le jardin... ça fait pas de lui un bon jardinier. Ok, il ouvre les vannes de l'argent public et il les déverse largement sur l'économie. C'est facile, tout le monde peut le faire. J'ai compris que c'était pas si simple et que, notamment, que Bercy assume l'effet d'aubaine, puisque c'était ça le sujet, a été un combat intense. Qu'il fasse plier Bercy, sans doute. C'est ça, qu'il fasse plier Bercy. On marque une pause, on se retrouve dans un instant, on va redémarrer avec l'automobile. On repart les amis, on repart sur notre débat. Alors, crise automobile. Donc on a eu, comme à chaque fois, le 31 décembre, enfin le 1er janvier, les chiffres donc, de l'automobile en France, c'est quand même très spectaculaire. Donc 1,6 million de véhicules immatriculés contre 2 millions avant le Covid. Je crois que le patron du CCFA, du Comité des constructeurs français d'automobiles, dit c'est une configuration de marché jamais vue peut-être depuis 40 ans, historique. Donc déjà ce chiffre-là, 1,6 million de véhicules immatriculés, 10% de voitures électriques, 8,5% de hybrides, encore 21% de diesel. Ça m'a surpris. Voilà. En France. Ouais, c'est en France. On était à plus de 50% il y a 5 ans. Hein. Ouais. Donc la tendance, elle est quand même... D'accord, mais il y a encore des gars qui achètent du diesel, quoi. Voilà. C'est un grand débat, ça, parce que... excuse-moi. Vas-y, Émeric, vas-y. Je sais que c'est... Non, je ne suis pas grand spécialiste, mais je sais que le diesel, qui était l'alpha et l'oméga, on ne jurait en France que par le diesel il y a 10 ans, est devenu la chose à bannir. Or, pour moi, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et le diesel a certes un certain nombre de défauts, mais qui ont été largement gommés par les filtres, parce que le problème du diesel, c'était les particules fines, en particulier en ville, évidemment, et surtout pour les petits trajets, parce qu'elles sont dégagées, désolé d'être un peu technique ou long, mais elles sont dégagées sur les petits trajets. Donc effectivement, la Clio, pour emmener les enfants à l'école avec un moteur diesel, c'est une aberration totale.
En revanche, le diesel, et c'est vieux comme le monde, émet beaucoup moins de CO2. Et pour tous ces véhicules lourds, je crois qu'on en a déjà parlé, il y a beaucoup de SUV, eh bien le diesel ne résout pas le problème, mais est moins nocif que l'essence. Sauf qu'il Donc il y a une partie de diesel, à mes yeux, ce n'est pas... Il va plus y avoir de recherche sur les moteurs diesel. C'était notamment Peugeot qui était très très fort sur le diesel. Là, ils ont, à mon avis, abandonné complètement toute recherche sur le diesel. Enfin oui, ils sont en conversion totale. Et donc tout va se jouer. Et donc, même sur l'essence, le marché va s'éteindre, quoi. Le moteur thermique, en général, on est un petit peu au bout. Ouais. On a beau dire ce qu'on veut, le moteur thermique, il progresse plus. Il progresse plus parce qu'on a empêché les comptes. Oui, mais parce que c'est les choix qu'on a fait. C'est le choix technique, l'architecture technique. On ne pourra pas faire une voiture thermique qui consomme 1,1 litre, c'est pas possible. T'en sais rien. Souviens-toi Souviens-toi de Montebourg lançant avec, je crois que c'était déjà Tavares à l'époque, ou Carlos Ghosn, l'idée d'un moteur, en tout cas à 2 litres au 100, d'un moteur thermique à 2 litres au 100. Il y a 30 ans. Et il y a une voiture qui a été... Non, c'est pas il y a 30 ans, Montebourg, c'est avec Hollande, c'était il y a 10 ans. Non, ça c'était il y a 10 ans. Mais la voiture à 2 litres au 100, c'était il y a 30 ans. Et il y a un modèle Volkswagen qui s'appelle la Lupo, qui est un tout petit modèle, TDI, diesel, et qui consommait 2 litres au 100. Alors 3 litres au 100, pas 2, mais 3 litres, véridique. Sauf que cette voiture n'a jamais eu de succès. Elle était hyper légère, mal finie, pas de vitre électrique, sécurité minimum. Donc, quand je dis que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible d'avoir à la fois des véhicules plus confortables, mieux équipés, plus sûrs, donc plus lourds, et par ailleurs qui émettent moins de CO2 avec le moteur thermique. Enfin, moi, ma conviction, c'est qu'il faut aller vers l'électrique de plus en plus, et que c'est entre guillemets là-dessus. Oui, ça prendra du temps. Toyota encore l'a dit la semaine dernière. On est obligé de le faire, d'aller vers l'électrique, comme le dit Julie, à cause des normes. Mais Toyota continue à dire que c'est trop brutal et que c'est peut-être pas le bon choix. Ça, c'est possible. Ça, je suis d'accord. Mon point est de dire qu'il n'y a pas de sujet, à mon avis, à long terme. Il faut aller vers l'électrique. Après, à la marge, on peut avoir quelques camions dans certaines zones, mais globalement, le parc doit être à l'électrique, à une seule condition, que l'électricité produite, évidemment, soit d'origine verte. Parce que on en revient toujours à ce problème. Faire circuler une Tesla en Allemagne avec des centrales à charbon, ça n'a aucun sens. Et c'est un des grands problèmes de tout le débat sur le climat aujourd'hui. C'est qu'il y a des avancées qui sont positives, mais en même temps, il y a des aberrations qui continuent. Et il faut... Alors, c'est très facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué, mais il faut vraiment penser les choses globalement. Mais la voiture électrique a énormément progressé en 10 ans. C'est phénoménal. Et je pense qu'il y aura encore, pour le coup, beaucoup de progrès. Mais est-ce qu'on ne va pas plus vite que, justement, ce que peut absorber le consommateur? C'est-à-dire, on dit sur cette chute du marché en France, très spectaculaire, on dit globalement problème d'offre, la crise des semi-conducteurs, il n'y a pas de nouveaux modèles, tout ce qu'on a raconté. Est-ce que c'est pas plus profond que ça? Et c'est un consommateur totalement déboussolé, qui, c'est quand même un achat cher aujourd'hui, et qui va attendre, et risque d'attendre un bon moment. C'est sûr qu'il y a encore aujourd'hui un problème de prix évident, parce que les voitures électriques, sans même parler des Tesla S à 80 ou 100 000 euros, où là on parle d'une micro-niche, mais même les véhicules électriques, j'allais dire de milieu de gamme, sont très chers aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas de véhicule électrique capable de transporter une famille avec une autonomie supérieure à 150 km, quelque chose à moins de 35 000, 40 000 euros. Donc c'est extrêmement cher. Ça a beaucoup baissé. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais les spécialistes de l'électrique disent que ça va continuer à baisser de manière très très forte au cours des prochaines années. Et puis je rappellerai aussi que c'est une mutation majeure. L'automobile, ça fait depuis un siècle. Il y a eu des progrès, évidemment, mais depuis 30 ou 40 ans, il n'y en a pas eu tant que ça sur l'automobile thermique. Je le répète, il n'y a pas eu vraiment d'avancée. On est au tout début du véhicule électrique de masse. Il va y avoir beaucoup de progrès. Et bien sûr que c'est cher. Mais ça a toujours été cher, la voiture. Et dans les années 50-60, alors un moment où la population commençait à avoir des voitures de manière large, ça représentait même une toute petite voiture, 2 ou 3 ans de salaire. Donc ça a toujours été cher, la voiture. Donc là, il y a un petit saut avec l'électrique. 50-60, à la limite, laissons ça de côté. Le chiffre, c'est sur les 10 dernières années, le prix moyen, et c'est pas forcément l'électrique, le prix moyen, c'est plus 7 000 euros. Sur les 10 dernières années, tu es dans une... Il n'y a pas d'inflation, c'est plus 7 000 euros. Donc c'est poids des normes, etc., les SUV, machin, tout ça. Donc oui, c'est de plus en plus cher. Vrai, non, c'est de plus en plus cher. Mais aussi, si on regarde le parc automobile, il est globalement, les voitures sont plus grandes, plus hautes, plus lourdes, les SUV plus puissantes. Parce que le consommateur, effectivement, c'est cher, je ne conteste pas ça, mais le consommateur veut des produits plus agréables, plus performants, etc., etc. Donc il y a une hausse de prix, mais ce n'est pas un produit identique.
Et ça, les équipementiers qu'on connaît bien le savent, parce que quand un nouveau modèle est créé, il y a plus de contenu technologique, il y a plus d'aide à la conduite, il y a plus d'électronique, il y a plus de GPS, etc., plus d'options. Mais, et donc c'est plus cher. Mais une fois que le modèle est sorti pour une durée selon de 4 ans à 6 ans, chaque année, les prix payés à l'équipementier baissent de 2 à 4%. C'est beaucoup. Hein. Donc il y a cet investissement initial, mais ensuite, par véhicule unitaire, ça baisse. Et là, on a une grande marche à passer parce que tout est nouveau dans l'électrique. Ouais. Mais franchement, je pense que moi, j'y crois et je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative, et pas seulement dans les grandes villes, mais beaucoup plus largement. Là, je parle de 20 à 30 ans. Quoi. Et juste pour finir, et je vous donne la parole à Julie et Philippe, Dacia est quand même la première marque en France aujourd'hui. Voilà, ça y est, c'est fait. Qui l'eût cru quand même? Qui l'eût cru? C'est un truc de... Mais les véhicules la proposition est oui, très, je sais. très bonne. Et ça reste vrai, puisque tu connais bien Renault, ça reste vrai, c'est... oui, c'est rentable par ailleurs. Voilà, c'est même le plus rentable de l'ensemble de la gamme de Renault. C'est extrêmement intelligent, parce que je pense que dans l'automobile, c'est toujours pareil. Il ne faut pas être au cœur de gamme, où il y a une lutte absolument féroce et personne gagne de l'argent. Il faut soit être dans le premium. Il y a des gens qui aiment la voiture. Il y a des gens qui sont capables, soit qui ont les moyens, soit qui sont capables de dépenser beaucoup, parce que ça leur plaît, parce que c'est luxueux, c'est un petit peu... voilà. Et puis, il y a beaucoup de gens, la voiture, ils n'en ont rien à faire. C'est polluant, c'est une source de coûts. Et ils veulent, par contre, ils en ont besoin. Et donc, il faut un produit qui soit le plus simple possible, qui soit sûr, qui soit aux normes. Et c'est exactement Dacia. Et je trouve que c'est très intelligent qu'on a un généraliste d'avoir créé cette plus qu'une niche maintenant. Et c'est vraiment une stratégie couronnée de succès et à juste titre. Le seul regret, c'est ce que dit Jérôme Fourquet, quoi. C'est la voiture des classes moyennes françaises, mais c'est une voiture qu'on est incapable de produire en France. Ouais. Qui est quand même le symbole aussi voilà, ça aurait été encore plus formidable si on avait réussi à trouver une équation économique dans laquelle on arrivait quand même à la produire en France, impossible. cette voiture. C'était impossible, ça reste impossible. Ouais. Et c'est vrai que la Dacia électrique, elle est mais 100% chinoise. Même les pneus sont chinois. C'est quand même assez spectaculaire. Sinon, Julie, sur cette crise automobile, comment est-ce que tu la vois? Moi, je crois que c'est un changement structurel profond. Ouais, absolument. C'est vrai que c'est le double choc à la fois sur l'offre et la demande. D'un côté, effectivement, la difficulté à produire, à livrer la supply chain, etc. Et effectivement, les consommateurs, moi, je pense qu'on le vit tous. Hein, c'est-à-dire qu'entre eux, on va se déplacer différemment, le télétravail, les injonctions, les bonus, les malus, qu'est-ce qu'il faut acheter, l'évolution des modèles qui effectivement, c'est quand même un peu dur de s'y retrouver aussi quand on se dit qu'il y a, savoir ce qu'on a acheté. Et je pense qu'en fait, il y a effectivement une phase qui, pour le coup, peut-être conjoncturelle, de dire en fait, aujourd'hui, je voudrais de l'électrique, mais je ne suis pas équipé. Enfin bref, on a tous dans des équations où on se dit, je vais aller sur l'occasion et puis je vais prendre un modèle en attendant. Parce qu'effectivement, le prix est trop significatif pour s'engager, pour se dire qu'on a fait un mauvais choix. Et c'est vrai que les contraintes aujourd'hui sur la circulation en ville, le fait de, si on rachète un diesel, les 21% qui achètent du diesel, mais moi j'aurais dit ma voiture elle ne vaudra plus rien. Mais c'est ça, c'est Et ça c'est ce qu'on entendait c'est ça, le sujet. Il y a 5 ans, et ça je connais bien le sujet parce que nous sommes actionnaires chez Sycomore d'ALD. ALD qui est un des principaux loueurs, enfin pas loueurs, pardon, qui vend des flottes, qui gère les flottes des entreprises. Et typiquement, les contrats... ALD, c'est Société Générale? C'est exactement. Ouais, c'est la Société Générale qui a été cotée en bourse, je pense, il y a 5 ans maintenant. À l'époque, il y avait dans le mix à peu près 50% de diesel. Ça retranscrit le mix général. Et les contrats sont typiquement de 4 ans. Et la grande inquiétude du marché, c'était de se dire, mais le diesel, personne n'en voudra. Ce qui veut dire qu'ALD récupère les véhicules et ne pourra pas les vendre. Et c'est là où ça illustre l'impossibilité, et je suis très modeste là-dessus, de faire des prévisions. ALD a fait sa meilleure année historique en 2021, avec des profits absolument phénoménaux sur la vente de véhicules d'occasion. On en a parlé, on sait que l'occasion s'est envolée pour plein de raisons. Et en particulier sur les moteurs diesel. Donc à 25 ans, je suis d'accord, je pense qu'à 5 ans, la personne qui habite en province et qui fait beaucoup de kilomètres continuera à rouler en diesel, mais en diesel moderne. Donc je ne dis pas que c'est fabuleux, mais c'est franchement moins, à mon avis, de manière objective. Il n'y a aucun lobby là derrière, c'est de manière objective pour des longs trajets, c'est pas aberrant aujourd'hui. Vivre ces chocs conjoncturels quand même massifs au moment où ils sont en train de... Enfin, tous les constructeurs doivent complètement transformer leur outil industriel. Vous voyez au CES aussi la part du logiciel marqué qui va représenter la moitié de la valeur de la voiture, sans doute
À court terme, c'est vrai que vivre ces transitions-là dans un contexte économique aussi volatile, aussi complexe et violent, c'est vrai que c'est le worst case scénario, quoi. Philippe, je ne t'oublie pas. Ben, plusieurs réflexions. Moi, la question, c'est est-ce que l'automobile fait toujours rêver comme il l'a fait par le passé? Moi, je trouve le marché américain extrêmement intéressant de ce point de vue-là, hein. C'était le pays de la voiture et on voit bien que, un peu comme en France, le marché de l'occasion a explosé littéralement en 2021 pour les mêmes raisons que celles qu'on peut avoir en France, c'est-à-dire l'interrogation sur le modèle qui sera pertinent, qu'est-ce qu'on n'achète pas, etc. Donc il y a une interrogation, me semble-t-il. Chacun a une vision probablement assez différente de ce que doit être l'automobile aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, va changer assez vite, qui est la situation qui fait que depuis plusieurs années maintenant, les véhicules s'alourdissent année après année et s'empâtent aussi année après année. Ça n'est absolument pas compatible avec la transition énergétique. Et donc, si effectivement l'objectif est d'être en phase avec la transition énergétique, il va falloir alléger très fortement ces véhicules pour que effectivement on ait une capacité à les utiliser sur le plan avec une énergie électrique de façon efficace et durable, qu'on puisse faire un peu plus de 150 km avec un véhicule qui soit bon marché. Donc là, il va y avoir une transformation probablement du marché automobile et qui va prendre le revers de ce qu'on a observé ces dernières années. Et je pense qu'il va falloir penser l'automobile de façon très différente. Ça ne sera, à mon sens, plus un objet aussi fantasmé qu'il l'a été. Et donc, on est dans cette situation où chacun s'interroge. Parce que, comme tu le disais, le prix de l'automobile, c'est très cher. Et on a tous aujourd'hui le sentiment que l'automobile a changé de statut dans notre pensée collective, dans notre culture collective. Et c'est ça qui va être intéressant à suivre au cours des prochaines années. Carlos Ghosn, que j'aime à citer régulièrement d'ailleurs, me l'avait dit il y a un bon moment. Il avait dit ma concurrence à moi, c'est oui, d'accord, les autres automobiles, mais c'est surtout. Lui, il disait Apple, mais Apple, le téléphone. C'est-à-dire les choix que font les jeunes gens dans leurs dépenses, ne serait-ce qu'entre passer le permis de conduire, par exemple, s'ils sont dans des grandes villes aujourd'hui, et puis s'acheter un nouveau téléphone, ou enfin bref, faire autre chose de leur argent. Il avait la prescience que là, il y avait quelque chose qui était en train de se passer dans nos pays développés. Il continue à dire qu'attention, il faut aller voir comment est-ce qu'on achète une voiture en Inde, disait-il, et ils ont encore de la lumière dans les yeux. Non, ce que tu disais, Philippe, me fait penser juste une petite anecdote. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Louis Gallois, nommé président d'Airbus. Je m'en souviens parce qu'il habite à côté de chez moi, à Clamart. Et Louis Gallois, un gars d'une simplicité absolument incroyable, avait refusé l'énorme bagnole allemande qui était la voiture de fonction du patron d'Airbus. En disant, le problème c'est qu'elle passe pas dans ma rue à Clamart, l'avenue Marguerite Renaudin d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Clamart. Voilà, et effectivement, c'était la prise de conscience qu'il y avait un décalage entre ce qui était en train de devenir l'automobile et puis ce qu'on en faisait concrètement. Voilà. Tout à fait le même profil que Carlos Ghosn. Hein. C'est pas tout à fait le même profil que Carlos Ghosn. Ah, ça c'est sûr qu'on est tombé de haut, Aymeric. Hein, oui, toi comme moi. Bon, c'est bien, on a fait le tour avec ça. Alors, je vous ai demandé, comme à chaque fois, je prévois trop de choses, une bonne résolution et une crainte particulière. Allez, vas-y. Je croyais qu'on allait parler des fusions-acquisitions. Ouais. Mais... Dommage. Non, mais on va avoir le temps. On va vite avec ça et puis on parle des fusacs. Oui, en plus, je l'ai lancé en sommaire, donc il faut en parler. Tu as une bonne résolution et une crainte particulière? Bonne résolution ou espoir? Moi, j'en ai vraiment une chose qui me paraît majeure. C'est qu'on a passé un cap collectivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat sur la nécessité de faire des choses pour le climat, que ce soit au niveau des gouvernements, des entreprises, et tout le monde est d'accord. Et ça, c'est bien, au moins les mentalités ont changé. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a
rien fait. Et ça, je trouve ça désolant, que ce soit rien. Je caricature un petit peu, mais que ce soit les États, les entreprises, on est au tout début du chemin. Pour parler des États, alors, c'était good cop, bad cop, je crois. Ouais. Bon, ça tombe bien, parce que justement, je voulais parler de la COP. Vas-y. Et la COP 21, dans le G20, il n'y a aucun État qui a tenu ses engagements. Aucun. Il y en a qui s'en sont un tout petit peu approchés, comme le Royaume-Uni, mais aucun dans le G20. Donc aujourd'hui, je pense que ma résolution, mon espoir, c'est que les ambitions ne soient pas que des mots, mais des actes. Alors peut-être faut-il avoir des ambitions plus modestes, à la fois pour les États, mais aussi pour les entreprises. Quand je vois, on en avait déjà parlé ensemble, le nombre de plans 2050, moi ça commence à me gaver les plans 2050. Tu veux les plans 2030, toi? Je veux un plan 2025, peut-être qui paraît peu ambitieux, mais qui soit appliqué et applicable. Ouais. Et 2030, c'est ça vraiment mon souhait. Ouais. Je voyais que j'ai lu les prévisions d'émissions de CO2 pour 2022. En 2021, déjà, hop, c'est reparti à la hausse. Le 2020, c'était le trou économique. On va battre des records de consommation de charbon, notamment. Exactement. Record On historique. va être, selon les prévisions d'organismes très sérieux, au mieux à moins 0,4. Oui, mais on te dira, Mais Émeric, que normalement, ça dépend à pas de plus nous. 4. Donc ça sera dans cette fourchette-là. Donc ça va être en hausse. Oui, mais c'est pas chez nous que ça se passe, Émeric, c'est ce qu'on te répondra. Oui, d'accord. C'est en Chine que ça se passe, c'est en Indonésie que ça se passe, c'est en Inde que ça se passe. Et globalement, on a signé des engagements collectivement, tous les pays qui ont signé, pour les tenir, il faudrait que les émissions baissent de 5 à 7% par an. Or, on est encore sur plus quelque chose. Alors, je ne jette la pierre à personne, mais c'est ça vraiment mon souhait. Julie? Moi, Oui, je sens que tu étais sûr que tu... Voilà. Non, mais on devait parler aussi de l'Europe, de la taxonomie, etc., du projet de la présidence française de l'Europe. Et pour moi, c'est effectivement autour des enjeux de taxe carbone. Si on arrivait à faire avancer ce dossier-là, qui est éminemment complexe, éminemment politique, ultra difficile à faire, mais alors là, ça serait vraiment pour moi, voilà, mon bon vœu pour 2022. Tu crois que ça peut être un levier important? Donc les ambitions pour la présidence française, disons-le d'un mot, c'est sur les secteurs de l'acier, de l'aluminium, des engrais et du ciment. Voilà. Moi, je pense que tu penses que ça peut être un levier? En tout cas, voilà un projet concret qui rassemble, sur lesquels les États peuvent travailler ensemble. L'Europe peut arriver à une décision où on se dirait vraiment, voilà, à quoi sert l'Europe? Si elle ne servait qu'à ça, ça serait déjà un énorme succès. Moi, j'ai eu autour de cette table des industriels qui te disent moi, elle me fait peur, cette taxe carbone, parce que 80% de ma production est exportée. Et si on se met, nous, à mettre des barrières, on s'en prendra en face. Et voilà, enfin, le truc est raconté de manière angélique. Quand tu discutes avec des industriels, et moi-même, j'ai été très surpris, je pensais qu'ils allaient applaudir dès demain, justement, pour la fin de distorsion de concurrence. C'est beaucoup plus compliqué pour eux. Oui, mais il faut trouver, pour le coup... Oui, non, mais tu vois, on ne peut pas ne rester à rien faire, c'est impossible. Philippe? Moi, je continue sur la même lancée que mes deux co-intervenants. J'avais cette question avec une vraie problématique. Quand on lit le programme européen de la présidence française pour les 6 prochains mois, il y a une introduction avec des grands thèmes. Pas une ne parle du climat. Si, la taxe carbone aux frontières, Philippe, la taxe carbone. Non, pas dans les types, pas dans l'introduction avec un grand nombre de thèmes. C'est pas une thématique. La question climatique n'est pas une thématique sur les 6 prochains mois. Oui, mais parce que le paquet climat, il est adopté, parce que la Commission européenne a une logique très claire là-dessus, parce que les objectifs sont fixés. Enfin, je me demande si tu fais pas un mauvais procès, là. Et je n'ai pas entendu dans les vœux du président des questions climatiques le 31 janvier au soir. Donc, il y a une vraie question qui est posée, et qu'on a tendance à repousser. Et je pense que les questions de taxe carbone, on s'était fixé un horizon à 2025, on va attendre 2025, et parce que c'est quelque chose de très contraignant et que personne n'a envie d'être celui qui apportera les difficultés dans l'environnement immédiat de chacun d'entre nous. Donc cette question climatique, on en a parlé
au moment de la COP26 à Glasgow. Depuis, ça a été quand même bien allégé dans toutes les discussions qu'il y a pu avoir sur la discussion un peu générale, hein, la question climatique. On en parle de temps en temps, mais pas plus que ça. On en parle parce qu'il fait chaud, là maintenant, mais on ne prend pas beaucoup de mesures. Donc là, moi, je trouve que on rentre dans une dynamique qui n'est pas sereine, je trouve. Et effectivement, les plans à 2050, qui n'ont comme objectif que de dire on trouvera bien une solution d'ici 2050 pour être neutre carbone, mais en attendant, on continue de faire comme on faisait avant. Et donc là-dessus, il y a une vraie responsabilité des États sur ces questions, et je trouve que les États sont un peu timides, voire largement trop timides sur ces questions. Bon, je vous trouve très sévère. Alors, je me permets et puis comme ça, on va avoir le temps de parler des FUSAC, de renvoyer à l'émission très intéressante qu'on a faite avant Noël, avec Bouygues, Elis et le leader européen des data centers, dont j'ai oublié le nom. Les transformations que sont en train de faire les entreprises, ça va nous amener au FUSAC d'ailleurs, sont mais vraiment intenses, profondes. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de discussion possible. Voilà. Alors je voudrais peut-être effectivement nuancer ce que je viens de dire, mais globalement, la photo, c'est qu'il y a beaucoup plus de paroles que d'actes. Ça, je le maintiens. Même du côté des entreprises, Même du côté des entreprises. Et du côté des entreprises, il y a certaines entreprises qui, effectivement, sont engagées dans un changement réel, et qui n'est pas du marketing et qui n'est pas du greenwashing. Elis, c'est un très bon exemple, c'est une entreprise qu'on connaît très bien, on est actionnaire depuis la cotation en bourse, on est proche d'eux, et effectivement, je peux dire que cette entreprise fait des efforts, et ses dirigeants, Xavier Martiré, son président, est engagé et fait un plan de marche qui est crédible et tout à fait louable. Mon point, c'est de dire qu'aujourd'hui, ces sujets sont souvent portés par des entreprises qui finalement ne sont pas les principaux acteurs du problème. Et quand tu as Total qui est en train de faire un bon exemple, de transformer son mix. Mais c'est un très bon exemple. Alors ça, on pourrait entièrement d'accord. Mais quand on prend l'ensemble de ces secteurs d'industrie lourde, les choses vont pas vite. Alors c'est difficile, mais quand on prend l'acier, le ciment, les mines, les métaux, c'est là, et je pense que c'est le rôle des investisseurs et des actionnaires comme nous que de mettre un petit peu la pression et d'engager un dialogue avec ces gens-là. Parce que L'Oréal, qui est une entreprise fabuleuse et soit net zéro en 2050, c'est génial. On est d'accord. Mais c'est Il pas faut ça que ce soit BHP Billiton, quoi. C'est ça que tu dis, toi. Et alors, c'est beaucoup plus difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, notre rôle en tant qu'investisseur responsable, l'ESG, c'est pas un effet de mode chez nous. Tu nous connais, on a démarré en 2001 quand on a créé la société. Je pense que l'étape d'aujourd'hui, c'est pas de se dire, bon, on va un peu tordre les normes, les labels pour pouvoir aller acheter du ciment, etc. Parce que c'est quand même en retard boursièrement, c'est pas ça le sujet, c'est de se dire, est-ce qu'on peut accompagner des entreprises qui réellement changent leur modèle économique et réellement prennent ces problèmes à cœur, comme Total. Mais Total, c'est pas le seul, mais c'est quand même pas non plus le reflet de l'industrie pétrolière mondiale. Non. Donc il y a des bonnes volontés, il y a des choses qui progressent, mais pour moi, je voudrais que ça aille plus vite. Voilà. Et c'est ça, je pense, notre rôle demain d'investisseur ESG. Dans le record, donc record de fusion-acquisition, on va finir là-dessus. Donc record historique, 5800 milliards de dollars donc, de transactions, la moitié réalisée par les entreprises qui sont en train de transformer très rapidement leur business model. Est-ce que c'est pas le cœur du truc justement aujourd'hui, ça ? Alors, c'est assez paradoxal parce que les entreprises font du M&A quand les prix sont chers. Ouais. En général, on a envie d'acheter quand c'est pas cher. Et quand c'est pas cher, il n'y a rien qui se passe. Alors ça, c'est pas nouveau. C'est spectaculaire, vous voyez le graphique à la télé. On peut le remettre d'ailleurs. Le record, c'est 2021 et de très très loin, puisque le précédent record de 2007, c'était un peu plus de 4000. Et là, c'est 5800. Ouais. C'est colossal. En 2020, il n'y a pas eu grand-chose. Alors, j'espère que l'histoire ne va pas se répéter parce que les 3 précédents pics de M&A, c'était 2000. Principe du cycle. 2000, voilà. On sait ce qui s'est passé en bourse derrière. 2007. Et maintenant, 2021. Donc, j'espère que l'histoire... Alors, je vais quand même terminer sur une note un peu plus optimiste. C'est qu'il y a eu un 4e pic, on le voit, je ne sais pas si on le voit sur le graphe, qui était en 2015,
qui était, donc c'est les 4 années, 2000, Absolument. 2007, 2015 et 2021. Et post-2015, on a eu quand même 2015, 2020, cette très belle performance. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de voir Le moteur principal de ces mutations, de ce que tu vois, toi, le moteur principal. Donc, les entreprises font la moitié du marché sur ces 5 800 milliards de dollars de transactions. Le moteur principal. Et le reste, ça vient d'où alors? Ah bah du non-coté, quoi. C'est-à-dire, c'est des... Ah, tu parles des entreprises... Des entreprises qui D'accord. se transforment, oui, qui font de la fusion-acquisition, justement, de la véritable, qui vendent des activités, qui en rachètent d'autres. Est-ce que le climat n'est pas le premier moteur, justement, de ces transformations aujourd'hui? C'est pas aujourd'hui le premier moteur. C'est Je pas ne le pense premier pas. moteur. C'est... c'en est un, mais c'est pas le principal justificatif du M&A. C'est plutôt, entre guillemets, l'euphorie ambiante, le désir de croître, la pression des banquiers, parce qu'il faut savoir que les banquiers, ils prêtent plus facilement quand ça va bien que quand ça va mal. Je vais peut-être me faire des amis, mais c'est la réalité. Les banquiers d'affaires, qui sont assez frileux en bas de cycle et qui ont plein d'idées de développement stratégique. Et tout cela fait que quand les actifs sont chers, comme en 2021, le marché est quand même bien récupéré, il y a une accélération massive du M&A. Les bonus seront tels que, je lisais ça, que les banques américaines, parce que c'est elles qui font tout, les banques américaines, il faut le dire d'un mot d'ailleurs, les européennes sont totalement en dehors du marché, qu'on pourrait avoir une nouvelle vague de grandes démissions. C'est-à-dire les gars vont être à ce point goinfrés qu'il n'est pas sûr qu'ils retournent au boulot. Ouais. Je ne comprenais pas le lien entre le bonus et... Ah bah si, ça va être des... J'avais pas compris non plus le oui, point. Oui, ils appellent ça les rainmakers, ceux qui font tomber la pluie, là, les rainmakers, les grands spécialistes de M&A, qui vont toucher une telle masse de pognon que Goldman Sachs s'interroge notamment sur le fait de savoir s'ils seront encore au boulot. bonus. Diffère de bonus. Voilà, c'est ça, oui. Oui. C'est Pour le la cas dans prochaine l'asset thématique. management en France, en tout cas. Ouais. Philippe, un mot là-dessus, mais vraiment un mot, parce qu'on est au bout de cette émission très intéressante, je vous en remercie d'ailleurs. Deux remarques. Effectivement, d'habitude, les périodes de fusion-acquisition sont à la fin du cycle, au moment où l'économie est un peu à bout de souffle et où on cherche des capacités pour satisfaire la demande. C'est ce qu'on voit en 2007, c'est ce qu'on voit en 2000. Effectivement, l'interrogation, c'est 2021. Est-ce qu'on n'est pas au moment du bout de cycle? La différence avec les périodes précédentes, c'est qu'aujourd'hui, il y a des liquidités absolument considérables. Les entreprises ont du cash à ne plus savoir qu'en faire. Et effectivement, elles font l'hypothèse que ce cash, utilisé dans des fusions-acquisitions, sera bien plus rentable que de les placer sur des SICAV monétaires qui rapportent rien. Donc c'est cet arbitrage-là aussi qui est intéressant aujourd'hui. Et dernière remarque en une seconde, les banquiers privés qui vont toucher de gros bonus en ont touché aussi toutes ces dernières années, depuis 2015. On a une seconde. Il n'y a pas de... et ils sont toujours là. C'est ça, tu les connais bien, ils en ont jamais assez. Oui, allez, on a une seconde, Évry. Juste pour dire, parce que pour pas terminer sur une note négative, je pense qu'effectivement 2021 est différent pour deux raisons. On est toujours en phase de reprise économique, après cette crise massive. Deux, la dette n'a jamais été aussi peu chère, donc ça fait du sens. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est important. Et trois, ça traduit aussi la bonne santé des entreprises, parce que si on regarde, et c'est quelque chose qui, à mon avis, est le plus intéressant, l'utilisation du cash des entreprises, qui est de trois manières. Ça peut être de la croissance organique, c'est ce qu'on préfère en priorité. Deux, de la croissance externe. Trois, du dividende ou du buyback. Eh bien, ces trois parts du gâteau sont réparties de manière assez égale depuis pas mal d'années. Et ça n'a pas changé en 2021. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 40-45% en croissance organique, 25 à 30% en croissance externe, et le solde, donc 30-35% en retour vers les actionnaires, dont 2 tiers via les dividendes, 1 tiers via du buyback. Donc cet équilibre est resté à peu près stable, et ça traduit le fait qu'il y a plus de cash à dépenser. Donc voilà, il faut aussi tempérer ces chiffres ça illustre la bonne santé des entreprises. Les amis, on se retrouve demain. Merci à tous.